Bonjour, merci d'être venus aussi nombreux dans notre assemblée générale. Bon, en ce début d'année, au nom du syndicat, je vous présente les meilleurs vœux. Que cette année qui débute soit pour tous une année de bonheur, de joie et surtout la santé. Je souhaite aussi que nos luttes aboutissent. Et bienvenue aux nouveaux, donc il y a... j'ai pas le prénom. Vincent, de la caisse primaire. Une autre camarade qui nous a été envoyée par l'UFROS, qui vient de la région parisienne, mais qui s'excuse, elle a un problème de santé, elle n'a pas pu venir. Voilà. Et puis contrôle médical, ils sont arrivés. Donc bienvenue à tous ces nouveaux, mais aussi une pensée pour ceux qui nous ont quittés l'année dernière, notamment Jeannot, qui nous a beaucoup manqué tout au long de l'année, hier quand on a préparé la salle, il est quand même toujours avec nous. C'est comme ça. Bon, pour la deuxième année consécutive, notre assemblée se tient dans un climat de mobilisation populaire pour la justice, le progrès social et environnemental. Cette réforme sur les retraites, Macron et le Premier ministre veulent nous l'imposer. Ils utilisent tous les moyens pour nous diviser, nous culpabiliser, nous opposer et briser le front syndical. Il veut empêcher que la grève ne se généralise. Le gouvernement, relayé par les médias, veut nous faire avaler que cette réforme est bonne pour tous, qu'on a tout à y gagner, qu'on ne comprend rien. Mais nous ne sommes pas dupes, on a compris que nous n'avons rien à gagner et que les rapaces de la finance sont en embuscade. Maintenant, le projet de loi instituant un système universel de retraite avec ses 64 articles est paru. On ne peut pas entrer dans le détail, mais sur les points essentiels, et les autres, on voit bien que c'est encore une fois un recul social. Certes, pour tenter de désamorcer le conflit et en donnant satisfaction à la CFDT, le gouvernement propose de suspendre l'âge pivot, mais instaure un âge d'équilibre fixé à 64 ans et demande aux organisations syndicales et au patronat de trouver les mesures de financement. Les salariés du public, du privé, des professions libérales et d'autres secteurs d'activité savent que seule notre détermination peut faire reculer le gouvernement et tous ensemble on gagnera. La RATP a suspendu provisoirement la grève. La SNCF reprend peu par peu, mais ils sont toujours dans le mouvement et la journée du 24 s'annonce déjà comme une grosse journée de mobilisation. Cette retraite par points, on n'en veut pas. Saluons le courage des agents de la SNCF et de la RATP qui résistent malgré plus de 45 jours de grève, y compris pendant les fêtes. Ils se battent pour nous tous, ils sont sans salaire et espèrent que d'autres secteurs entrent dans le mouvement. Malgré les appels de notre fédération, les organismes sociaux, à ma connaissance, prennent un peu les pieds. Pourtant, c'est leur outil de travail qui est maintenant remis en cause. Non seulement la CARSAT, mais toute la protection sociale est menacée. Nous sommes tous conscients que pour nos enfants, nos petits-enfants, mais aussi pour nous, il faut continuer la lutte. Et je tiens à remercier tous les retraités, et plus particulièrement ceux de notre syndicat, qui participent massivement aux manifestations et qui, toute la semaine dernière, malgré le froid, ont distribué des tracts aux Zénith avec une caisse de solidarité pour les grévistes. J'ai fait un petit rajout, donc je ne vais rien dire. La lutte pour les retraites ne doit pas occulter les autres secteurs d'activité qui certes soutiennent le mouvement massivement, mais ont des revendications propres. Je pense aux enseignants qui en ce moment s'opposent à la réforme pour le bac, qui ce matin bloquaient le lycée Jules Guesde, les manipulateurs radio qui sont en grève aujourd'hui pour améliorer leurs conditions de travail. Il y a aussi les hospitaliers qui luttent pour les services publics d'hôpital de santé de qualité, les pompiers, Radio France qui est en lutte depuis des mois, les avocats, l'opéra, l'orchestre national, Radio France, oui, il y en a. Oui. Bon, l'importance de notre mouvement ne doit pas nous faire oublier que d'autres peuples sont aussi en lutte pour leur liberté, pendant que des désastres écologiques ravagent la planète. L'actualité bouge tous les jours. La journée d'action de vendredi, je pense qu'il y a une traque qui est sortie, qui doit être sur la table. Donc, il y a une manif vendredi matin à 10h30 de la place Zeus. Voilà. Et jeudi, il y a la retraite au flambeau, 18h. 18h, Pérou. Voilà, donc voilà pour l'essentiel de ce que j'avais à dire. On est en train de mettre à jour le fichier logiciel, qui est le fichier national des syndiqués.
Donc avec Francis, on a regardé un petit peu. C'est vrai que c'est un fichier qui date d'X années, qui n'est pas à jour du tout. Donc je vais vous donner un document à compléter, sauf ceux pour qui le nom est sur la première page, parce que cela c'est déjà à jour, j'ai vérifié cet ajout. Et ensuite, avec du dos, on va voir ensemble pour pouvoir mettre le fichier à jour. Donc vous le faites passer. Ceux qui ont les noms, vous en prenez pas, les autres vous en prenez pour le compléter. Voilà. Ah non, Ludovic, je ne vais pas présenter, excusez-moi, il se présente pas. Pour moi, ça va. Après, je pense que Michel va prendre le relais, ou Ludo, lui, et moi, je vais me présenter comme ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, Ludovic Siguel, je suis responsable régional pour les organismes sociaux. Je viens de l'URSSAF, où je suis encore délégué syndical et j'ai occupé une fonction de contrôleur il y a encore quelques années avant de m'investir complètement pour le syndicat. Je suis aussi élu à la commission exécutive fédérale et je suis membre du bureau de l'UD. Voilà. Je tiens à vous remercier déjà pour cette invitation aujourd'hui et je vous présente tous mes vœux. Et pour rebondir sur cette introduction, c'est effectivement dans un contexte très particulier où vous, plus que d'autres, êtes les témoins des attaques que subissent la protection sociale, parce que l'attaque sur les retraites, si les retraites tombent, c'est le domino de la protection sociale, le dernier gros domino. Parce que ce qu'on sait peu en parallèle depuis l'arrivée de Macron au gouvernement, c'est que l'inscription dans la loi à travers les projets de loi de finances pour la sécurité sociale fait que depuis son arrivée, l'État peut piocher dans les caisses de la sécurité sociale, dans les cotisations, pour solder les dettes de l'État. Notamment toutes les dettes issues de la crise de 2008, où l'État a clairement remboursé le privé, c'est-à-dire des patrons, sur leurs pertes boursières. On pioche dans les caisses de la sécurité sociale, à travers une structure qui s'appelle la CADES, où encore cette année, on a pris 15 milliards à la Sécurité pour rembourser les dettes privées. La mort de la Sécu à travers les projets de loi de finances de la sécurité sociale est programmée. L'assurance chômage est asséchée, vous l'avez entendu, entre 500 et 800 000 chômeurs qui voient leurs prestations réduites de moitié, voire entièrement. Là, la volonté de détruire complètement notre système actuel de retraite. Ce n'est pas qu'une simple mesurette. C'est on détruit complètement le système pour mettre en place un système individualisé. C'est toute la protection sociale qui est condamnée. Les CARSAT sont condamnés à horizon 2025-2030. Il y a un rapport qui s'appelle le rapport Gardel qui prône la fusion de la branche recouvrement d'où je viens de la Sécu avec celle des impôts. C'est la mort de la Sécu à horizon 2030. Donc voilà dans quel contexte nous sommes aujourd'hui. Contexte de lutte, comme ça a été appelé. C'est aussi, vous m'excuserez, la raison pour laquelle je vous laisserai après l'apéritif, parce que le devoir m'appelle à l'UD cet après-midi sur la préparation des actions qu'on a sur les prochains jours. Mais plus que jamais, et c'est vrai, je rejoins ce qui a été dit quand la camarade a dit que les syndicats, nos syndicats traînent un peu du pied, ça c'est vrai, c'est une réalité. La mobilisation n'est pas à la hauteur des enjeux, parce qu'en plus de perdre la protection sociale, pour nos actifs, c'est la perte aussi de nos enfants. Voilà, je ne dirai pas plus, je vais laisser venir le débat et je reviendrai s'il y a besoin. Je ne voulais pas casser l'ambiance non plus. C'est ça. Mais malheureusement, c'est la réalité. Moi, je vais faire une petite parenthèse, puisque je vais être brève, parce qu'après, je pense qu'il y aura un débat sur les retraites. Donc, vous savez que nous, en tant que syndicat, on fait en dehors parallèlement à l'activité syndicale, on a des activités sociales, festives, etc. Alors, je vous passe, pour aller plus vite, je ne vais pas reprendre les activités de 2009, il y a eu des visites, il y a eu des balades, etc., ce qu'ils ont fait, voilà. Je vais, alors sur les projets 2020, donc c'est pareil, on a déjà fait un petit choix, il y a des propositions qui avaient été faites de balades ou quoi, et que pour X raisons, soit de temps, soit de manif, parce qu'il y a des manifs quand même où ça passe avant les activités. Donc on reviendra sur ces balades qu'on n'a pas fait, on proposera en premier ces balades. Après on verra les expos aussi, donc ça va commencer à 2020, on a de quoi faire si on veut voilà, faire tout ça. Je vais vite parce que bon, je ne veux pas vous détailler Après, on est bien sûr preneur de propositions, si vous avez des propositions, il n'y a pas de souci.
après, moi je vais parler de la... Je terminerai en parlant de l'association LSR, comme on le fait chaque année pour apporter la connaissance. Alors cette année, on a Martine Dubat, qui est au bureau de la GES, qui est au conseil d'administration, voilà, et qui représente même dans l'USR, parce qu'elle est aussi à l'USR. Donc l'association, c'est une association qui a été créée par la CGT en 81 et qui elle, se positionne pour un tourisme social, synonyme d'accessibilité à tout le monde, quels que soient ses revenus, ses capacités physiques, etc. Donc la solidarité se conjugue avec l'exigence de progrès social, le droit pour tous au loisir, à la culture, aux vacances de qualité, en organisant des activités qui favorisent les rencontres et les liens d'amitié. Alors les activités, il y a beaucoup de balades, ils ont des jours où il y a des balades, au moins 3 niveaux. Il y a des rencontres, il y a des jeux pour ceux qui aiment les jeux, style jeu de cartes, il y a la pétanque, il y a, je ne sais pas, j'en oublie, Martine, toutes les il y a des conférences, et ils fonctionnent aussi maintenant, on va essayer de fonctionner avec le syndicat retraité. Au niveau de l'UL, il y a une structure qui est en train de se construire, excusez-moi, on espère qu'on y arrivera de construire au niveau des retraités, au niveau de l'UN, une entité qui pourra nous permettre de faire des choses ensemble, de fonctionner ensemble. Et l'SR en fait partie. Alors c'est une association, donc pour vous dire de plus, chaque année, je vous en parle, la cotisation est très peu élevée. Après il y a des voyages, après il y a des sorties d'un jour. Voilà, donc vous pouvez apprendre vos connaissances si ça vous intéresse ou pas, mais c'est quand même une association particulière dans la mesure où il y a toujours quand même la solidarité, c'est quand même des militants, et qu'on voit ceux qui pratiquent, si je puis dire, les retraites, les manifestations, ils sont aussi nombreux que nous au niveau du syndicat. Ils sont chaque fois très nombreux à participer aux manifestations. Donc ce n'est pas une association comme on en voit beaucoup. Donc voilà, peut-être vous parlez de oui, voilà. Donc voilà, moi c'est un peu bref, mais moi je trouve qu'il y a un débat plus constructif. Voilà. Si oui, moi ce que j'ai oublié, parce que ça devait être derrière, simplement j'ai pas compris la page, hein, c'est de relever l'abonnement à la Vie Nouvelle, qui est quand même notre journal syndical qui est très très riche. J'en ai mis quelques exemplaires sur les tables, et je vous invite vivement à vous y abonner, puisque c'est 15 € je pense pour l'année, 15 € pour l'année, 13 € pour les nouveaux abonnés. Et c'est vrai que c'est très très intéressant chaque mois, tous 2 mois, de lire le journal des retraités, savoir ce qui se passe un peu partout ailleurs aussi. Voilà, donc je conseille vivement l'abonnement à Vie Nouvelle. Voilà. Moi, quand je me présente Martine Dubat, je viens des hôpitaux, de l'hôpital du CHU de Montpellier. Je vais un peu rebondir ce que vient de dire Ludo, parce que dans la casse de la sécurité sociale et de nos retraites, en perspective, il y a aussi la casse des hôpitaux publics. Vous vous rendez compte que de plus en plus, les hôpitaux ont des difficultés à fonctionner. Il y a des burn-out importants de la part du personnel hospitalier. On a cité les manifs aujourd'hui. Il y a les IBOD et les IAD des infirmières de bloc opératoire et des infirmières anesthésistes qui sont en grève de jeudi. Donc l'hôpital, ça fonctionne toujours pareil, c'est très corporatiste, donc c'est des corporations qui se mettent en grève. Pour l'instant, on n'a pas réussi à beaucoup mobiliser les infirmières. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'elles sont tellement peu nombreuses dans les services qu'elles sont toutes réquisitionnées. Alors, à part de venir sur le temps de repos, ce n'est pas évident, donc je travaille 12 heures
heures d'affilée, on a beaucoup de mal à mobiliser les infirmières, mais sachez que l'hôpital, en particulier le CHU de Montpellier, tous les hôpitaux vont très mal, et en particulier il y a une action qui va rentrer en ces jours-ci, des chefs de service. C'est important quand même, les chefs de service qui vont se mettre en grève. Alors, ils ne vont pas arrêter les soins, hein, c'est pas possible, mais ils vont se mettre en grève administrative, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus du tout coter les actes, et ça va automatiquement plomber encore le budget c'est la faute quand même du gouvernement hein, dans cette situation. Donc, hier, nous avons eu une réunion de l'USR au niveau de l'Union syndicale des retraités du département de l'Hérault. On constate que dans toutes les manières, que ce soit à Montpellier, à Sète, à Béziers, il y a de nombreux retraités qui sont dans la lutte. Beaucoup de gens pensent qu'on ne va pas être touché, parce qu'on est déjà à la retraite, mais dans quelques années, on va être touché justement par cette nouvelle, cette retraite à point, parce qu'on ne va pas continuer. Nous, notre caisse de retraite, au bout d'un moment, ben, on n'aura plus d'argent, puisqu'on n'aura plus de cotisants. Donc, automatiquement, on va passer aussi à la retraite à point. Donc, beaucoup de retraités. C'est vrai qu'on a constaté, que vous l'avez dit, on a beaucoup de mal à faire bouger des actifs de grandes entreprises. Hier, on citait par exemple Renault, Peugeot qui ne bouge toujours pas. C'est vrai qu'il faudrait qu'ils rentrent dans la ligne parce que la SNCF, la RATP, on commence à s'essouffler. Les camarades vont avoir de la feuille de janvier où ça va être 0 centime. C'est pour ça que la solidarité financière entre nous est importante. Ça, c'est pour le SR. En ce qui concerne la SR, donc je suis à la SR depuis que j'ai pris ma retraite. Je suis au conseil d'administration et je suis à la commission de culture, la commission chef. Donc, pareil, on organise des sorties, des voyages. Il y a un point sur lequel je veux insister, c'est BSV. Je ne sais pas si vous connaissez ce que BSV, c'est la bourse solidarité vacances qui a été créée depuis 25 ans par une ministre communiste. Alors, il suffit d'avoir des revenus pas tellement si bas que ça quand même, et vous pouvez bénéficier d'un séjour en France d'une semaine, où pour l'instant, le voyage, que vous partiez, je sais pas, en Biarritz, que vous partiez en Bretagne, aller-retour vous revient à 30 €, en sachant que la SNCF essaye de revenir en arrière. 30 € aller-retour quand vous partez en Bretagne. Moi, j'ai eu la possibilité avec une aide de partir en Bretagne. 30 €, ça fait vraiment pas cher aller-retour. Et après, le séjour coûte pas plus de 250 €. Et vous allez dans des centres de vacances normaux, donc en dehors des vacances scolaires, hein, naturellement, et où vous avez une semaine de vacances, où vous avez des sorties organisées, où vous pouvez organiser vous-même vos sorties. Et le conseil à beaucoup de personnes qui hésitent en disant oui, mais quand même, de faire la demande pour que l'on garde ces séjours BSV, parce que de nouveau, le gouvernement essaye d'attaquer ces séjours BSV en disant que c'est pas normal et de faire du tourisme de luxe. Le tourisme marchand, c'est important. Voilà ce que j'avais à dire. Je vais donner une idée sur l'USR, ni sur l'USR. Alors, si quelqu'un veut intervenir, pour poser des questions, je demande à tout compris. Il arrive, je vous interpelle. Juste une anecdote. Ce matin, j'entendais sur. C'est rare, je l'ai vu sur BFM TV. Alors, il y avait un jeune coq du gouvernement, la LRN. Je croyais, quand il en parlait, je croyais qu'il était de Normandie, mais non, c'est son nom. Je croyais de Normandie. Et Bourdin me disait, mais au fait, on n'entend plus du tout parler, parce que je crois qu'il travaille avec la MUSA. On n'entend
parler du vieillissement. Et alors, c'est vrai qu'on en a discuté hier à l'USR, il y a trois rapports sur le vieillissement et l'indépendance. La dépendance. Un qui s'appelle le rapport Connery, un qui s'appelle le rapport, il n'y a pas longtemps qu'il est sorti, parce qu'on en a parlé en avril, et un autre un peu plus vieux. Ben, ces trois rapports sont dans un tiroir, on n'en parle plus. Tant que les retraités ont concerné. Et alors par contre, ce monsieur lui a dit, oui, mais on est en train de mettre en place au niveau du gouvernement 7000 foyers vont avoir une douche à la place de la baignoire. Il dit parce que vous comprenez, les personnes de plus de 70 ans ont très peu d'accidents de voiture, mais ils ont beaucoup d'accidents en entrant dans la baignoire. Donc voilà, il nous a sorti ce matin, on va peut-être avoir tous une douche italienne à la place de la baignoire. Je suis vachement content. Voilà. Ça va très loin. Oui, mais pour revenir sur la question du vieillissement, parce qu'on est toutes et tous concernés, il y a la question des EHPAD. Alors, je voulais juste rappeler que l'UFROS avait fait un dossier il y a 2 ans sur la question des EHPAD, justement, le coût des EHPAD. Les EHPAD qui sont des établissements publics hospitaliers, personne ne les demande, et pour lesquels, là aussi, ça galope sur la privatisation et la non-prise en charge d'un certain nombre d'actes pour les patients, pour les résidents, je ne sais plus trop comment on doit les appeler, et dont le coût est très élevé pour le reste à charge, je crois, des personnes. Alors, celui qui n'a pas beaucoup de moyens, on a la chance d'avoir un département qui a fait le choix d'aider à travers les aides sociales une partie de prise en charge du séjour EHPAD, mais pour le reste, c'est toute la famille qui est mise à contribution, voire quelquefois les petits-enfants, même si il y a une nouvelle loi qui interdit d'aller solliciter les petits-enfants et l'arrière-petits-enfants pour payer des séjours. Moi, je vous invite à récupérer ce dossier auprès de l'UFROS. Ça a été publié dans un Samouche. Peut-être qu'il faut qu'on le ressorte pour voir comment on peut avoir un débat et expliquer aussi autour de nous peut-être le fonctionnement de ces EHPAD, ce que ça coûte réellement. Il y a la Sécu qui intervient aussi pour toute la partie des questions soins. Et je rejoins ce que tu viens de dire sur la privatisation de l'EHPAD, des services publics en général et des services hospitaliers. On a l'exemple à l'ODEM, c'est un hôpital public dont la clinique d'une part tient le service de médecine, le service 1 et 2 de médecine, et pour lesquels avant il y avait des médecins de ville qui venaient voir leurs patients. Aujourd'hui ils sont interdits de séjour dans ces services-là. Il y a vraiment du tard. Après, comment mobiliser les syndicats de l'hôpital? Je prends cet exemple-là qui est dit plus axé effectivement sur les questions de revendication des personnels. Sinon, ils sont pas un nombre suffisant pour pouvoir répondre aux besoins. Mais en même temps, ils ont un peu tendance quelquefois à oublier que sans les patients ou sans les résidents, il faut à jongler et à lier les deux de façon à ce que ce ne soit pas qu'un seul bout de la lorgnette qui soit pris en compte. Je pense que c'est globalement une question. Et puis sur la sécurité sociale. Donc à l'ODEV, pareil, il y a encore un service qui existe, mais de plus en plus ils sont fermés au public, régulièrement, et soit fermés de telle date à telle date au public. Ils vont être relogés, parce qu'ils sont à l'étage en ce moment, ils vont être relogés en rez-de-chaussée pour un accueil plus facile pour les assurés sociaux. Et cela étant, je ne sais pas, enfin voilà, moi j'aimerais bien pouvoir aller faire une distribution de tracts et essayer de rencontrer les personnels. On n'a plus de syndiqués sur l'aide à la sécurité sociale. Et tous les services, enfin, c'est désespérant, mais j'aimerais bien qu'on rentre dans le positif, quoi. Le constat est désespérant. Voilà. Il y a combien de salariés? Ils sont 5 ou 6 quand même. Donc voilà, et
l'objectif c'est de fermer cette antenne, quoi. Alors qu'on a besoin de proximité de plus en plus. On voit à la carte c'est pareil, les gens n'arrivent pas à avoir de rendez-vous parce que faut prendre la file d'attente sur le serveur. Ils ferment aussi régulièrement au public, donc c'est l'ensemble des services sociaux, des organismes sociaux qui sont en train de se rétrécir à peau de chagrin. Et comment on peut aider aussi nous les actifs à voilà. Parallèlement, il va ouvrir ce qu'on appelle des maisons de services publics, où il y aura un représentant de la carte, de la CEPA, des impôts, de la poste, des hôpitaux, de tout ce qu'on peut, qui on dit, avec ça, ils vont aider les gars à faire des démarches sur ordinateur. La personne sera formée, c'est ça. C'est service au public et pas service public. Service au public, les autres services. Il y a une nuance quand même qui est très forte là-dedans. Voilà, donc je voulais juste rappeler un lien entre les exemples en charge. Voilà, après aussi, il faut qu'on organise quelques débats délocalisés par-ci par-là pour essayer d'intéresser un petit peu sur, pas seulement les lutteurs, mais enfin ce qui nous attend. Parce que là, après les retraites, c'est quoi? C'est la sécurité sociale qui commence déjà à s'engager. Ils ont encore publié une liste de d'actes qui ne sont plus remboursés. Ça veut dire vraiment, voilà, ça veut dire vraiment client. C'était à Christophe qui nous dire. Oui, moi je voulais intervenir. Donc, il y a le congrès de l'Union locale qui s'est tenu dans la semaine du 19 et 20 décembre. Et donc, concernant les retraités, donc, le congrès de l'UN a décidé de mettre en place sur l'aire Montpellier-Rennes une union des syndicats de retraités, un peu comme ça se fait sur Béziers d'ailleurs, de façon à coordonner un petit peu l'action des syndicats de retraités sur l'aire Montpellier-Rennes. Bon, d'ailleurs, bon, c'est une nécessité, on s'en est bien rendu compte, puisqu'il a fallu qu'au pied levé, on constitue un collectif ces derniers mois, parce que, bon, effectivement, les retraités avaient un rôle à jouer, aussi bien dans la préparation du congrès de l'UN que dans la bataille pour le retrait du projet Macron sur les retraites. Et donc, l'Union locale, le congrès de l'Union locale, a décidé donc de mettre en place, donc de proposer en tout cas, la constitution de cette union à tous les syndicats de retraités de l'union locale. Voilà, donc il y a des réunions qui vont se tenir dans les prochaines semaines de façon à constituer tout ça avec tout le monde, en sachant que c'est pas pour faire de l'ombre que ce soit, c'est au contraire, c'est pour concentrer nos forces sur l'aire Montpellier-Rennes de façon à pouvoir agir sur le plan syndical. Bon, comme l'a rappelé Mireille et Ludovic, donc c'est, je crois, l'article 50 du projet de loi, signe carrément la fin de la branche vieillesse de la sécurité sociale. Mais pas seulement la branche vieillesse de la sécurité sociale, c'est aussi l'assassinat pur et complet de toutes les caisses de retraite spécifiques, que ce soit au personnel des territoriaux, hospitaliers, les avocats, toutes les professions qui possèdent des caisses particulières de retraite. Mais c'est également, bon, là-dessus vous avez vu qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est la fin aussi des régimes complémentaires. Parce que qui dit régime universel, il n'est pas question d'aller, en plus du régime universel, de cotiser à un régime complémentaire. Je vais vous donner 3 chiffres, donc qui montrent que, bon, tous ici autour de cette table ont bénéficié de l'ARCO et la GERC. Mais il y a quand même des chiffres qui m'interpellent, c'est que, bon, vous savez que l'écart de salaire entre hommes et femmes, dans le régime général, il est de 25% environ. Hein. Bon, ça dépend, il y en a qui nous disent 20%, 30%, bon, je le situe à 25%. Par contre, l'écart de pension régime général hommes et femmes est, lui, de 25%. C'est-à-dire que l'écart qu'on retrouve au niveau des salaires, on le retrouve ensuite au niveau du régime général. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le régime général a ses propres mécanismes disons, de compensation vis-à-vis des femmes. Par contre, si vous regardez l'écart de pension de la
l'ARCO et la GIRC, l'écart homme-femme monte à 45%. C'est-à-dire qu'un régime à points, en fait, c'est beaucoup plus, comment dirais-je, a une incidence négative encore plus grande que ne peut l'avoir l'écart sur les salaires ou l'écart sur les pensions du régime général. Et donc, quand on vous promet qu'avec le régime universel à points, les femmes seront nantis de retraite équivalente à celle des hommes, bon, c'est vraiment du flan, c'est du pipeau. Hein. Or, c'est vrai que la mobilisation est inégalée, hein, bon, notamment dans les organismes sociaux. Et bon, moi je me pose la même question que la camarade là-bas, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Est-ce qu'on peut aider? Et si oui, comment? Comment les syndicats de retraités, mais pas seulement les syndicats de retraités et les organismes sociaux, hein, les retraités, les syndicats de retraités en général, hein, parce que bon, on diffuse tout l'ensemble, hein, quelle que soit la fédération à laquelle on appartienne, au niveau du collectif. Donc comment on peut aider? Par des diffusions à l'extérieur, par des prises de contact avec les militants qu'on connaît. Enfin, bon, j'en sais rien. Hein. Bon, vous me direz, c'est toujours délicat d'aller dans les affaires, mettre le nez dans les affaires des autres. Ça, j'en conviens. Bon. Mais bon, si c'est un problème d'aide, il faut qu'on puisse le résoudre. Voilà. Donc j'ai ici 5 exemplaires. Hein. Bon, il y en a d'autres, mais bon, moi j'en ai que 5. C'est le journal de la section des retraités cheminots de Montpellier. Donc ils ont écrit une brochure intéressante. C'est à l'occasion du 75e anniversaire du programme du Conseil national de résistance. Ils reviennent sur les principaux événements, donc c'est historique, les principaux événements qui ont marqué le long et le terrible chemin des luttes ouvrières de la charité du 18e jusqu'à la chute du régime de Vichy. Donc c'est un truc intéressant parce que bon, ils reprennent toutes les attaques de la Ve République contre la sécurité sociale. Donc c'est bien documenté, c'est simple à lire parce que c'est pas très épais. Et donc c'est vendu 5 € au profit de la caisse de retraite, la caisse de grève des cheminots de Montpellier. Voilà, donc j'ai 5 exemplaires, s'il y en a qui sont intéressés, ils me donnent 5 € et ils repartent avec une belle brochure. En complément de ce que le camarade vient de dire, une idée à combattre pour les retraités, si ce projet est mis en place, à la transposition, les pensions seront transformées en points. Mais après, vos points, comme tous les autres, seront sujets à modification tous les ans sur différents critères démographiques, économiques, au bon vouloir du gouvernement, puisqu'ils envisagent de mettre en place une instance, une annonce paritaire où il y aura le patronat et les syndicats qui pourront discuter pour qu'est-ce qu'on fait. Il faut savoir aussi que dans le projet de loi dont on a eu récemment des précisions, dans cette instance, ils diminuent, donc ils auront la main sur la valeur du pouvoir. Les retraités, comme tous les autres, seront sujets aux dégâts de cette réforme. Vous pouvez passer des heures et des heures à écouter le débat à la télé. À partir de l'instant où ils ont décidé qu'on ne mettrait pas plus de 14% du PIB, c'est-à-dire des richesses produites dans notre pays, au financement des retraites, de par le nombre de plus en plus important de gens qui vont arriver à la retraite, estimé entre 500 et 700 000 d'ici à 2030, forcément le gâteau il va se réduire. Donc c'est sûr que les pensions vont baisser. Oui, actuellement. Tout le monde, elles baisseront. Tous. Puisqu'on sera plus nombreux, on met pas plus. On nous dit, ah ben c'est normal, on met plus longtemps, donc on doit travailler plus longtemps. Non, c'est l'inverse. On a le système de retraite actuel le plus juste du monde. Le taux de pauvreté chez les seniors le plus faible des pays de l'OCDE. On vit plus longtemps à la retraite en France qu'ailleurs. C'est justement parce qu'on a un système juste qui fait que on vit plus longtemps à la retraite. Ambroise Croizat le disait, la retraite ne doit pas être l'antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Contrairement à ce qu'ils disent sur le rapport de Leroy, première page, je fais référence au Conseil national de la résistance, parce qu'ils annoncent comme ça, ils n'ont pas peur. Hein. Ils disent notre projet est issu même du Conseil national de la résistance. C'est faux, c'est archi faux. L'essence même du Conseil national de la résistance, tel que Ambroise Croizat le définissait, c'était cotiser en fonction de tes
reçois en fonction de tes besoins. Tout l'inverse d'un système individuel par points qui va pousser à la capitalisation. La capitalisation, ça signifie simplement que tous ceux qui auront les moyens, mais même les petits, vous verrez qu'ils vont proposer des petits produits à 15 ou 20 euros par mois, n'inquiétez pas, hein. Vous allez confier votre argent au privé. Ce privé le met en bourse pour le faire fructifier. Si ça marche, d'abord ils prennent leur commission et après ils vous servent. Si ça perd, d'abord vous perdez. Et eux, ils perdront rien parce que ça est votre argent. À l'issue de la crise de 2008, il faut savoir que l'OCDE a sorti un rapport en juin 2009 sur les conséquences du krach boursier concernant les fonds de pension spécifiques aux retraites. C'est, tenez-vous bien, je dis bien, 5 400 milliards dans le monde qui ont été perdus, volatilisés. C'est ça qu'on nous promet. Les grands patrons, à aujourd'hui, n'ont jamais pu faire un centime de la richesse sur la santé, la sécurité sociale, l'assurance chômage et là, les retraites. Ils veulent s'emparer de ce gâteau. Alors là, effectivement, par rapport à nos syndicats, il y a des difficultés, mais néanmoins, il faut dire les choses quand elles sont bonnes. Et il y a un paramètre sur lequel on a été en avance, notre fédération. C'est-à-dire que depuis septembre 2018, on a pris la décision qui a été prise au niveau de notre fédération, en CEF, de dire à tous les membres de la CEF et les responsables de région comme moi, de se déployer partout où c'était possible, pour commencer à expliquer le contenu du rapport de Lemoy. Parce que Lemoy a remis son rapport au mois de juillet, mais il a passé 18 mois auparavant à faire le tour de la France à expliquer déjà les prémices de leur projet. Donc ça faisait déjà 18 mois que régulièrement on informait dans l'Interpro nos camarades, dans les cheminots, tous les secteurs, du côté néfaste de ce document, ce qui a fait que quand même, mine de rien, il faut le savoir, à notre congrès confédéral au mois de mai, 90% des camarades qui sont intervenus, ils ont dit le futur combat, c'est les retraites. Hein. Et c'est pour ça qu'on y est là. Hein. Voilà. Donc, on reste convaincu, évidemment, que l'on peut gagner. On peut gagner, parce que contrairement à ce qu'il essaie de faire croire, la mobilisation tous les jours est importante dans tous les secteurs. Certes, il y a une diminution de fréquentation dans la rue sur les dernières manifestations, mais c'est dans le temps qu'on va pouvoir gagner, parce qu'il y a des échéances électorales qui vont arriver. Et on est quasi convaincu qu'ils ne pourront pas, en fonction de ce que ça va donner au municipal, continuer comme ça, et on ne peut pas lâcher. Si on parle dessus, de toute façon, on perd tout. Et tout le monde parle. Tout le monde parle. Nous, et puis la société, on va laisser à nos enfants. Enfin, je veux dire, voilà, est-ce qu'on va être la génération qui aura laissé perdre la plus belle conquête sociale de notre histoire? Parce que c'est ça l'enjeu. Vous avez entendu parler de BlackRock? Qui a entendu parler de BlackRock? Tout le monde a entendu parler de BlackRock. Hein? À travers ce nom, c'est une réalité. BlackRock est derrière. C'est un fonds de pension américain. Oui, c'est vrai, c'est une réalité. Mais ce dont on dit peu, c'est que BlackRock derrière, c'est 18 entreprises françaises qui détiennent 95% de leur capital. Société Générale, BNP Paribas, Vivendi, Accor Hotel, Lafarge, Veolia, Schneider, je ne connais pas tout par cœur. Mais tout ça pour faire comprendre que c'est les grands patrons français qui sont à la manœuvre. Ce n'est pas qu'un géant américain qui vient comme ça en disant « Oh, je vais faire du pognon en France ». Ce sont les patrons français. Et si vous faites des trucs vous amuser sur Internet à aller chercher ces patrons-là, vous allez voir qu'ils étaient tous dans les avions avec Macron quand il va en Chine, etc. Ce sont eux qui l'ont mis au pouvoir. Ce sont eux qui l'ont mis au pouvoir. Tout ça, il faut le comprendre pour voir que ce que l'on subit, c'est une attaque idéologique. On a les moyens de le financer, de façon très simple. Toutes les exonérations de cotisation, le CICE, qui nous coûte plus de 100 milliards depuis que c'est mis en place, élargir l'assiette de cotisation à l'intéressement, aux primes, à la participation, mettre en place une petite cotisation très faible, hein, salariale. Parce que qui dit cotisation salariale dit cotisation patronale. C'est pour ça que les patrons, ils n'en veulent pas. L'égalité homme-femme. On partirait dans l'idée aujourd'hui de dire, parce qu'il y a une loi quand même qui existe, mais qui n'est pas respectée. On se donne 10 ans pour l'égalité salariale, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas, effectivement, il a raison, 25% d'écart de salaire et 40% sur les pensions, arriver à la retraite. En 10 ans, le financement des retraites est assuré. C'est pas utopique, hein. Pourtant, c'est dans la loi. Évidemment, si on applique la loi, ça emmerde les patrons. Faut dire que c'est. Voilà. Bon, des pistes, il y en a. Donc, c'est pas une question financière, c'est une question idéologique. Alors, comment aider, effectivement, par rapport à nos syndicats? Je pense que là,
Enfin, en réunion régionale, on a toujours des camarades qui viennent à une réunion régionale, on en fait 2 à 3 par an pour faire le point au niveau organismes sociaux des syndicats. Je pense que c'est un travail de fond qu'il va falloir mener, parce qu'il y a effectivement, autant il y a certains syndicats qui fonctionnent bien, mais qui néanmoins restent très fermés dans leurs organismes, alors qu'il faut développer le côté aussi interpro, parce que c'est important. Parce que le jour où on aura besoin des cheminots pour venir nous sauver, peut-être qu'il n'y aura plus personne. Et puis il y a des syndicats effectivement qui sont en difficulté, tant au niveau vie syndicale ou autre, connaissance, il y a des besoins. Je pense que ça c'est un secteur qu'il va falloir peut-être développer et justement je dois être là pour faire le lien avec ces syndicats-là, pour à la fois identifier, mais ça c'est déjà fait, les difficultés qu'il peut y avoir, mais surtout effectivement entamer la discussion avec les camarades pour accepter d'être aidés et puis de développer ce lien-là, parce qu'il y a un réel besoin, il y a aujourd'hui un réel besoin. Aujourd'hui, c'est pas un secret, je me bats tout simplement pour faire en sorte que vendredi, partout où on est présent, un syndicat a un préavis. Ça peut paraître très con, mais rien que ça, aujourd'hui, il faut se battre pour ça. Ça vous donne à peu près le niveau. Je ne vais pas incriminer les camarades, il y a des camarades qui, par la force des choses, sont arrivés en responsabilité, que ce soit par les instances représentatives du personnel, qui se sont un petit peu impliqués dans les syndicats, boum boum boum, qui sont lancés comme ça. Les réactions des directions sont de plus en plus difficiles et dures, donc ils n'ont pas eu peut-être le temps nécessaire de monter entre guillemets en compétence et d'apprendre petit à petit, comme par le passé on avait peut-être plus le temps de le faire. Voilà, j'incrimine personne. Mais il y a une réalité aujourd'hui où il y a des besoins dans les syndicats qui font que, et il y a des syndicats qui sont vraiment en difficulté, et du coup des endroits où, là où la CGT était forte, elle ne l'est plus forcément par rapport à aujourd'hui. Les lois El Khomri qui ont permis dans toutes les entreprises aux patrons de faire signer des accords dérogatoires au code du travail ont entraîné une répression syndicale terrible vis-à-vis de notre syndicat en faisant tout pour faire monter les autres en parallèle. Donc tout ça fait que c'est de plus en plus difficile. Les jeunes s'investissent syndicalement. Il faut vraiment avoir la foi. Il y a Ambroise de Croizat qui prend leur carte quand il rentre dans l'organisme, ça ne trouve pas les roues. Le problème est que la société a tellement évolué aussi que les embauches qui se font aujourd'hui dans les organismes, ou peu importe, que ce soit dans les organismes sociaux ou dans d'autres branches, ne sont pas faites sur les mêmes, comme tout ce qui nous concerne, les organismes sociaux, ne sont pas faites sur les mêmes bases. Les recrutements aujourd'hui sont sur la rentabilité, la productivité la plus forte. Et c'est fini, les valeurs sociales, les valeurs de solidarité ne sont plus impliquées à ces jeunes qui sont embauchés. Donc après, comment on fait, quand tout est fait pour que l'enfermement soit sur l'individualisation la plus totale, quoi, les gens se renferment sur eux-mêmes, communiquent, mais communiquent sur des banalités, et il n'y a plus toute... je comprenais ce que je voulais dire. Avant, même en formation professionnelle, dans les organismes sociaux, il y avait des valeurs qui étaient impliquées en termes de formation. Aujourd'hui, il n'y a plus. Donc, s'il ne reste plus que le syndicat CGT qui transporte et qui porte ces valeurs, c'est sûr que les autres qui ont eu place nette voulue, pour nous faire disparaître complètement, c'est difficile d'aller à la rencontre de ces jeunes qui s'enferment sur l'high-tech permanent. Voilà. Comment on fait pour les approcher? Pour les approcher de façon familiale, nous, autour de nous, les gens que l'on connaît. Et après, dans l'entreprise, notre action en tant que retraité, elle est un peu limitée. Ou alors aller devant, peut-être, voilà, je sais pas, mettre au cœur des luttes la formation populaire et la formation syndicale, mais aller au-delà de la formation syndicale, quoi. Peut-être pouvoir remettre en route les valeurs fondamentales. Moi, je serais même à un niveau en dessous, c'est déjà s'assurer que les camarades dans les syndicats aient un minimum de formation syndicale. Oui. Vous êtes tous passés par là, je suppose, mais le niveau 1 n'est pas quelque chose, pas d'obligatoire, mais régulièrement, je rencontre des camarades qui sont en responsabilité et qui n'ont pas fait leur niveau 1 et qui ne connaissent pas notre structuration, notre organisation, à minima, je dis bien à minima, notre histoire de lutte, de conquis d'où ils viennent.
c'est pas la faute. Hein. Voilà. Aujourd'hui, avec le CSE, vous avez tous entendu parler du CSE, la fusion des instances représentatives du personnel, hein, CE, CHSCT et CE, transformé en CSE, un grand cadeau de Macron au patronat, moins d'heures, moins d'élus, hein, je vous fais court. Mais comme c'est difficile dans les boîtes, avec tous les camarades dans les syndicats, il y a des difficultés, ne serait-ce qu'à présenter des listes complètes. Donc, beaucoup sont contraints d'accepter des salariés qui, par sympathie, qui veulent essayer, sans forcément se syndiquer, se mettre sur ces listes-là. Et comme au niveau CGT, quand même, en termes de communication, on a une bonne image, etc., on fait des scores. Et vous avez des salariés qui se retrouvent en responsabilité, sans être syndiqués, sans aucune culture syndicale, et qui représentent la CGT dans les instances. Et pris dans le turbin du travail, de l'instance, etc., si les camarades n'ont pas le réflexe de leur dire, là par contre, il faut que tu aies un minimum de formation, ou s'ils ne franchissent pas le cap de prendre la carte et de se former, et bien on peut se retrouver avec des camarades qui ont 5-10 ans d'instance, mais qui syndicalement. Donc ça, c'est une réalité aujourd'hui. Et les mouvements, je suis en train de parler. On va revenir à ces points, parce que on n'arrête pas de parler. Les mouvements comme les Gilets jaunes et autres, bon, certes, ils luttent, mais c'est des mouvements. Voilà, ça part dans tous les sens. Qu'est-ce qu'une organisation syndicale? Il faut prendre une organisation pour pouvoir avancer. C'est tout ce qu'on a évoqué là à l'instant, à savoir les formations, les valeurs. Connaître un petit peu d'où on vient et pourquoi, et voilà, les conquis sociaux et non pas les acquis sociaux, parce que ça n'existe pas des acquis, c'est bien des conquis qu'il faut en permanence défendre. C'est tout ça, et je sais qu'il y a des camarades qui au début, et moi-même aussi, je me suis un peu laissé avoir quand il y a eu les gilets jaunes à un moment, de dire on y va pour apporter notre aide, mais plus partager peut-être les connaissances, etc. Mais là-dedans, il y a à boire et à manger, donc forcément, le mouvement, voilà, les gilets jaunes, ils s'effilochent d'un endroit à l'autre, c'est pas le même, c'est pas le même continent, le même contenu. On a une organisation Française Soumise qui est très présente dans les gilets jaunes, mais qui ne le dit surtout pas. Gilets jaunes, voilà. Comme tout a été fait dans la société jusqu'à aujourd'hui, et notamment par Macron, Macron a été placé par les patrons. Hein. Il ne faut pas se raconter d'histoire, hein. C'est le capital qui l'a installé là, et c'est les patrons qui tirent les ficelles. La réforme, ce n'est pas la réforme Macron, c'est la réforme des patrons qui veulent détricoter tous les conquis du Conseil national de la résistance. Donc c'est ça qu'il faut qu'on garde peut-être à l'esprit. Et je ne sais pas, il faut peut-être le dire aux gens autour de nous qui ne le savent pas et qui pensent que c'est difficile aussi, j'avoue, parce que des fois, ils savent tout, ils connaissent tout, et voilà, ils t'envoient un peu goûter. Oui, voilà, je ne sais pas, il faut qu'on s'accroche pour transmettre. Oui, moi, c'est intéressant la discussion. Moi, je suis à la CGT, je suis aussi la Française Soumise. J'ai même un gilet jaune floqué en Française Soumise. Je suis par ailleurs libre penseur et conseiller municipal seul sur Internet, donc pas très. Donc ça fait beaucoup de choses à apporter. Mais je crois que ce qui manque, ce n'est pas simplement nos camarades qui sont à la CGT, du syndicat, qui se présentent au nom de la CGT. Mais c'est tout le monde, c'est à l'ensemble de la société, expliquer ce que c'est que le syndicat. Et que le syndicat ouvrier en particulier, parce que c'est un grand à la télé, donc à la CETU, oui, est-ce que le mouvement profite à la CGT? Non, on voit toujours que les gens sont contre les syndicats, etc. Ils ne voient pas ça. C'est vrai qu'il faut le payer des années qui se sont passées avec peut-être à un moment donné, au siècle dernier, quelques divisions qui avaient été entretenues. Mais je crois que maintenant, bon, les explications que l'on peut donner, ce que comprennent les gens avec qui on est en rapport, y compris les gilets jaunes, parce que moi j'avais vu évoluer certains en l'espace d'un an, entre ma connerie véhiculée par les médias officiels
Et puis le fait de s'apercevoir que oui, les syndicats, les militants politiques, les militants syndicaux, c'était peut-être autre chose. En rappelant, moi je dis toujours la chose suivante, les syndicats, à la base, c'est une association. Vous êtes dans des associations, je ne sais pas, un club de pétanque, un club de tarot, il y a des statuts, ils sont des statuts. Une association, qu'est le syndicat, c'est simplement le droit des gens des salariés, le droit des gens qui travaillent, puisqu'il y a aussi des syndicats de petits commerçants, etc., etc. Je crois qu'il faut en revenir à des choses très simples, et en leur disant, mais une association démocratique, en principe, elle agit comme ça. Moi j'ai vu à la télé une fois le gars, je crois, de la CGT, de la RATP, je crois que c'était. Je ne sais pas, il était intervenu, puis le journaliste a interrompu en disant oui, mais votre patron, pardon, de Martinez. Et le gars a interrompu, non, il n'y a pas de patron à la CGT, il y a le secrétaire général, etc. Je crois que chaque fois, il faut rappeler ça. Donc, bien sûr qu'il y a l'image de la CGT, au service, bon, du parti communiste, etc., etc., etc. Bon, mais cette histoire, je crois que, mais j'espère du moins qu'elle est derrière nous, et que la CGT, oui, c'est celle qui est là. Voilà. Et moi, je pense que également par rapport à ce qui se met en place au niveau de l'union locale, donc, l'union locale, c'est Montpellier, mais je pense qu'il faut que tout, dans la métropole, on est tous concernés. Alors moi, je connais des gens sur l'ouest de Montpellier, avant les canards avec cette face, là, je me dis que oui, on pouvait faire des diffusions sur les ronds-points, sur quelques boîtes, etc. Il faudrait qu'on ait un matériel un peu multiforme qui puisse se servir partout et pouvoir essayer de mobiliser. Je ne dis pas qu'on va y aller tous les jours, mais on vient quand même au centre-ville, ça nous emmerde bien de venir dans la voiture, on ne sait pas si le lendemain marchera ou pas. De prendre les PV parce que c'est carnaval pour venir manifester. Bon, je veux dire, ça coûte cher de venir manifester, c'est un scandale. Et je pense qu'il y a ça, il faudrait, ou même peut-être essayer de provoquer des collectifs de soutien, des trucs qui soient même au-delà de nous autres, cet appartement, mais avec d'autres. On a des villages, je vois des gens qui sont à la CGT ailleurs, ou qui parfois vont s'ouvrir, parfois pas mal solidaire aussi. Et je pense que l'on pourrait, y compris nous CGT, aller vers la question de collectif unité, justement, qui serait là pour soutenir les gens, pour expliquer, à condition d'avoir un matériel aussi distribué ou quelque chose. Il n'y a pas de recette miracle, mais je crois qu'on est condamné à agir, parce que, comme le dit les camarades, oui, mais notre retraite aussi n'est pas garantie à notre place. Pour répondre sur le caractère unitaire, il existe déjà. Le mouvement des parents en cours se fait sous les yeux. Il n'y a pas que la CGT qui le met, le CDA, la FSU, plusieurs collectifs. Cet après-midi, je suis encore en intersyndicale départementale pour l'organisation des deux manifestations qui vont se faire jeudi et vendredi, sachant qu'il faut être clair, sur toutes les organisations de manifestations, sur Montpellier du moins, il faut faire. 90% du job, c'est nous qui faisons. Et donc pour laquelle, sur l'idée de la retraite au flambeau, on était assez divisé vu l'investissement qu'on met depuis maintenant en décembre. Mais les autres syndicats, je partage aussi. Visuellement parlant, c'est quelque chose qui est pas mal. Mais bon, on parle pas de bras, pas de chocolat, ça va être pas nous à l'organiser principalement. On était un peu partagé, mais les autres syndicats, je veux dire le faire, donc on va le faire. Voilà. Donc sur le caractère unitaire, que ce soit national, départemental, régional, la concordance se fait. Après, politiquement parlant, notre passé est ce qu'il est, il est certes derrière nous, mais il ne faut pas le renier, mais ça pose aussi la question, parce qu'on porte un projet de société, on porte une mobilisation, on porte un combat, mais on s'aperçoit malheureusement aujourd'hui de plus en plus que notre action s'arrête justement parce que nous ne sommes pas sur du politique, nous sommes un syndicat de défenseurs des travailleurs et on cherche les pas membres. Parce que ce sont les hommes qui font la politique et la politique fait la loi. Ah. Je pense que très clairement, là, ce qui va nous intéresser à horizon 2022, et en gros, je vais schématiser, mais la CGT va regarder, elle va dire, bon, ben, qui propose quoi, c'est comme ça que ça marche. Ouais.
Si la réforme des retraites est appliquée et qu'elle passe, on va chercher quoi? On va chercher la partie qui va dire, mais moi si je suis élu, je vous assure que je l'annule cette loi. Donc, malheureusement, le pendant politique, il y est. Il n'y a plus le fonctionnement qu'il y avait auparavant, et ça c'est une réalité, je veux dire, au sein de notre belle CGT, parce que le débat fait la force démocratique de notre syndicat, plusieurs courants s'expriment, des fois avec la grâce quelque chose, mais c'est comme ça, c'est la vie syndicale, mais après, derrière, il y a cette réalité-là. L'une des problématiques qui a fait l'objet d'un vrai débat au Congrès confédéral, plusieurs camarades partageaient l'envie de pouvoir avoir la possibilité de recréer des syndicats d'université. Toucher les gens. Parce que il faut savoir que bon, si on n'a pas des profs dans une université et le lien dedans pour pouvoir organiser des débats, expliquer la sécurité sociale d'où elle vient, qu'est-ce qu'un syndicat, c'est important d'informer les jeunes de savoir réellement ce que c'est qu'un syndicat. Bon, mais s'il n'y a pas des profs syndiqués, il n'y a pas de syndicat de jeunes, alors que les jeunes de plus en plus travaillent aussi. Bon, c'est un débat qui a eu lieu au sein de notre Congrès confédéral, qui là n'a pas un outil, mais peut-être que là, les mentalités évoluant, c'est petit à petit que les lignes bougent. Mais on sommes nombreux, et je le partage aussi, à dire que là, il faut travailler sur le long terme pour toucher les jeunes, pour qu'ils sachent déjà à la base qu'est-ce que le syndicat, et qu'ils ne se laissent pas abreuver par ce que peuvent dire les médias patronaux, tels que BFM TV en tête. Voilà. On a décidé d'y aller. Très très bien. Il y a 4 ans à peu près, on a été sollicité l'idée pour animer donc, un débat autour du final social. Je pense que vous êtes probablement nombreux à l'avoir vu, si ce n'est pas le cas, je vous invite à le regarder. Et qui se faisait devant l'université, le petit cinéma, je n'ai pas perdu son nom. Et le film était projeté sur une salle. Et il y avait tellement de monde que le gérant du cinéma a dû déprogrammer notre film pour le passer sur 2 salles. Les 3 quarts, c'était des jeunes de l'université qui étaient là, qui ne connaissaient pas, ils ont dit je vais faire, on va les voir. Et à la fin du débat, le nombre de jeunes qui sont venus nous voir en disant monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, aujourd'hui, il faut informer. Il faut informer, parce qu'ils n'apprennent pas ça à l'école. Ils n'apprennent pas à l'école. Donc comment les jeunes rentrent de plus en plus tard dans les boîtes, comme dans les 30 ans, plein d'espoir et d'évolution de carrière. Entre guillemets, quand ils ont mangé chaud au bout de 5 ou 6 ans, ou 8 ans, ou 10 ans, ils se disent bon, mais c'est moi. Et là-dedans, il y a un petit pourcentage qui se dit ben, je vais lutter, qu'est-ce que je fais, où je vais. S'ils ont vu un CGT déjà, s'ils ont déjà rencontré dans le cadre d'une université avec un minimum d'informations sur le but, nos conquis, le pourquoi, on a plus de chance d'avoir des camarades qui, derrière, après, quand ils arrivent à le voir, ils montent à faire le pourquoi. Bon. Ça, à aujourd'hui, l'instruction, on va dire, classique, chercher l'histoire de la sécurité sociale avec le programme histoire, vous ne l'avez pas. Très peu, même au sein de la sécurité. Je vais finir en 2 phrases. Moi, j'ai été formé contrôleur dans la Sécu, j'ai fait 18 mois à Bordeaux, j'ai eu 2 heures d'histoire sur la sécurité sociale. Pas un mot, pas une fois, on a parlé de CNR, pas une fois, on a parlé d'un mot de programme. Bismarck, Larocque, De Gaulle, et derrière, il y avait un article sur Sarkozy qui prenait la destruction du régime de retraite des agents gaziers. Voilà le niveau. Par rapport je dirais, de l'excellence de formation syndicale, il faut savoir parfois dans les entreprises, pour ceux qui sont comme ça, rappelez-vous, la proposition, c'était pas obligatoire, mais on avait été invité à participer à cette formation qui s'écoulait sur une journée. On était rémunérés, mais ça faisait partie des formations. Le titre était alléchant, c'était la sécurité sociale, mieux la connaître pour mieux la défendre. Donc moi, qui suis défendeur, je me suis inscrite en disant que mon employeur me propose ça, de faire ça, je ne sais pas. Donc j'y suis allée. L'introduction avait été à peu près correcte, sur l'historique, le résumé, l'historique de la sécurité sociale. Par contre, avec le formateur, à la fin, on s'est... j'étais seule, hein, on avait accroché avec lui, on était un petit groupe. Nous prenait par petit groupe de 10 ou 15. Personne n'a fait ce style de passage. Et à la fin, sa conclusion, c'était, là, il était déjà, je pensais, il y a peut-être une dizaine d'années, cette proposition, je regarde les anciens CARSAT, une dizaine d'années en arrière, où la conclusion, et il y avait un mélange, il y avait des cadres, il y avait des agents jeunes, moins jeunes que moi, etc. Et la conclusion, il disait, il attaquait le gouvernement de la CGT en disant, alors il n'y avait pas de nommer la CGT, il a dit, les syndicats
ont loupé le coche par rapport aux retraites. Et alors c'était sur les retraites, en disant que le système, c'était sa conclusion. À 3 heures de l'après-midi, on en était là, après une brève historique de l'histoire de la Sécu. C'était un pote de M. Noguès, pour ceux qui, notre directeur, est un formateur universitaire. Alors il était déjà préconisé et il a passé beaucoup d'argent comme ça. Déjà, il fallait travailler plus longtemps. Comme je le dis, vous êtes universitaire, effectivement, vous êtes rentré sur le monde du travail depuis 25 ans, 27 ans, vous êtes encore frais, vous êtes un travail physique. On s'est un peu allumé, quoi. Et moi, je suis revenue, j'avais fait un retour d'ailleurs aux compagnies de la CGT, en disant que c'est scandaleux qu'au sein de l'organisme, le début était alléchant, mais la conclusion était celle-là. On a loupé le système de retraite, les syndicats ont eu tort de se battre, il fallait aller vers la capitalisation, etc. C'était la conclusion de l'université. Et on a été certainement nombreux à être dupés, parce que je pense que les gens, ils ont dû, pour moi, s'inscrire en se disant la Sécu, mieux la défendre, mieux la connaître pour mieux la défendre. Et dans le lot, il y avait beaucoup d'universitaires. Moi, je suis partie, hein, parce que les rapports ont été tendus. Lui, il a levé le ton, moi, je l'ai mangé aussi. Donc, au bout d'un moment, je me suis barrée. À 3 heures, je partais. Mais il y a des jeunes, il y a que moi qui suis partie, et il y avait des jeunes. C'est dommage, d'ailleurs. Ils ont dû rester et discuter après. Après, je me suis dit, je suis fait un lycée, j'aurais repris la discussion qu'on avait avec les jeunes qui étaient là, entre guillemets, et c'était une formation. Ça a été comptabilisé dans le budget des salariés grâce à eux. Personne réagit, non, ça vous dit rien? Moi, je suis passé de formation, je n'ai pas passé comme tu dis. Ça, c'est un formateur aussi. Alors, il s'est peut-être lâché. Et il a fallu le reprendre sur des points d'histoire. Pareil, on ne peut pas revenir sur la robe qu'a créé la sécurité sociale de Général de Gaulle, ça l'a calmé. Quand la création de la sécurité sociale, le domaine de la libération, il a fallu, quand on a commencé, quand tu commençais à expliquer que quand même les forces qui étaient en présence sur le domaine après la libération, ce n'était pas les mêmes que maintenant, on peut faire des comparaisons, parce qu'à la libération aussi, je n'y étais pas, mais il me semble que le patronat était quand même en déliquescence complète et qu'il y avait un gros syndicat et un gros parti politique qui tenait les rênes du pays. Peut-être que la proposition ça peut valider après le reste, c'est jamais. Les syndicats avaient contribué, mais qu'il allait falloir, la Sécu ne pouvait pas vivre comme ça, etc. Donc tout ça pour dire que même le patronat et même les organismes sociales se donnent les moyens pour faire du lavage de cerveau ou du moins présenter l'idéologie dominante. Parce que ça fait un moment qu'on en parle dans les organismes, même autour de nous, des collègues. Moi, j'étais toujours étonnée quand les jeunes collègues disaient, de toute façon, là, tu pars à la retraite, mais peut-être qu'on n'aura pas de retraite. Alors je leur disais, ah bon, et vous comptez faire quoi? La manche, etc. Vous partez de qui ne serait pas de retraite. C'est un peu des véhicule un petit peu l'idéologie qu'on avait dans l'institution. C'est moi. Oui, pour aller dans le même sens, la formation entre guillemets, moi je ne l'avais pas faite, mais j'avais entendu parler. J'ai deux choses à dire. Concernant ce qui se distillait, puisqu'on avait le même directeur adjoint, moi j'étais juste en dessous, qui revenait régulièrement de réunions à Paris, à la CNAV, en disant l'avenir c'est la retraite à point, ça change depuis 11 ans et c'est déjà dans les têtes depuis longtemps. Et l'autre point que je voudrais développer par rapport à ce que disent les jeunes, et pas les jeunes, moi je suis vraiment choquée quand j'entends à la télé les gens interroger par rapport au départ à la retraite, et il y en a régulièrement, il y en a qui disent oh ben s'il faut travailler plus, bah, on ne travaillera pas plus tant qu'on a la santé, tant qu'on peut. Et moi je me dis mais merde, la retraite c'est pas fait pour préparer à crever, c'est fait pour justement pouvoir se cultiver, rencontrer d'autres gens, avoir une vie sociale plus riche parce qu'on a plus de temps. Mais dans les têtes, ils ont réussi à mettre que ben non, on peut travailler, ben, il n'y a qu'à travailler. C'est pas possible, là, il y a une autre vie à porter en fait. Mais ça se rejoint, hein, idéologiquement, c'est la même chose. Et par rapport au prolongement
des années de travail, bon, il nous passe, mais il faudra travailler un peu plus. Quand on sait quand même, bon, le pourcentage, je ne le connais pas, il y a un bon pourcentage de personnes qui s'arrêtent volontairement ou souvent involontairement à 55 ans. Il y a un rapport de la Cour des comptes récemment. Il y a un rapport de la Cour des Déjà comptes. qu'il laisse travailler jusqu'à 60 piges. Je ne sais plus le pourcentage en tête, Donc il faudrait pas que tu es plus énormément de rentable. personnes qui, à partir de 55 ans, n'ont plus de travail. L'espérance de vie en bonne santé se situe à peu près à 63, 64. Et on nous dit qu'il va falloir 64, 65, peut-être 67. 67. Parce que ça veut dire que boulot. Et on les met volontairement Ah non, mais c'est. avec le licenciement. Maintenant, on se pose la question de savoir les formations qu'on pourra faire aux seniors, alors qu'il y en a une bonne partie qui sont dans l'entreprise, on n'a qu'à les garder. En plus, ils sont très bien formés souvent. Et voilà. Pourquoi travailler plus longtemps, aller crever, alors qu'en plus à côté, la sécurité sociale, ils sont en train de la casser et qu'on ne pourra de toute façon plus se soigner. C'est un argument quand même qu'on peut donner aussi aux jeunes, hein, en leur expliquant, voilà, aujourd'hui, quand tu es hospitalisé, voilà combien ça coûte, c'est la sécurité sociale qu'il faut répondre. Voilà. Alors la sécurité sociale est attaquée de tous les côtés, parce qu'en fait, c'est l'ensemble de la protection sociale, si vous voulez. Il faut mettre dans la balance, je pense, les deux pendants, de façon à ce qu'ils puissent voir les contradictions. Parce que c'est vrai qu'ils sont tellement biberonnés à ça, ce que tu disais, qu'ils ne voient pas plus loin les choses. Moi, je voulais revenir sur la formation, y compris dans les formations professionnelles, les organisations syndicales, et pour les plus anciens et les plus anciennes, vous vous en souvenez, les organisations syndicales intervenaient dans le cadre des formations professionnelles. Aujourd'hui, oui. C'est bien, je vais donner juste une précision de ce qui se passe aujourd'hui, avec la mise en place des CSE au 1er janvier, tous y sont passés. Les formations du CSE, c'est comme le CE, c'est les formations des élus, plutôt que ce soit pris sur le budget du CSE, à la condition évidemment que les élus aillent à leur centre de formation à eux. Et nombre de syndicats chez nous, il faut leur faire comprendre que quand on est à la CGT, on se forme à la CGT. Parce qu'on a pour la première fois, ce qui n'existait pas auparavant depuis le mois de juin, notre confédération a fait un module sur une semaine qui allie la partie juridique, parce que le CSE c'est beaucoup du travail, il y a le fonctionnement, il y a la partie juridique, il y a aussi le fonctionnement syndical qui va derrière, avec nos valeurs, nos revendications, comment on les construit. Ça, dans les formations du matin, ils sont pas. Et ils sont prêts à payer en ce moment pour s'assurer que toute une génération de nouveaux élus ne soient pas formés côté syndical. Moi, je voudrais dire quelque chose sur les retraites. C'est pas récent. Ça fait, je pense qu'on est en train de payer aussi l'inactivité et le manque d'organisation. Depuis quand moi, ça fait entrer dans 400, ça me l'a début 72, des actions pour la défense des retraites. Il y en a eu et il y en a eu. La merde, c'est qu'on cherche toutes les actions pour la défense des retraites. Chaque fois qu'on est attaqué. Le système de retraite en France est expliqué, il n'est pas si mauvais que ça, il faut peut-être le faire évoluer un petit peu dans nos concepts. Nos propositions, on les attaque quand? C'est quand on fait passer nos propositions. Quand on est attaqué, quand on est une attaque frontale contre le régime. Alors là, vous sortez des propositions, regardez, on a des propositions, on a des propositions. Personne n'en a entendu parler avant. Une fois que c'est passé, je ne sais pas, vous allez là sur le premier, on n'en entend plus jamais parler. Au niveau, après, la CGT, c'est la CGT. On est couronné, c'est notre ADN et compagnie. Sur tout ce qui est revendicatif, on est très bon, on est très fort. Par contre, sur tout ce qui concerne le social, on est un peu léger. Allez, dans une nouvelle unité et compagnie, des jeunes occupés, tout ce qui est social, protection sociale et compagnie. La réponse, ça va être simple, ça va être rapide. Tu veux t'en occuper, tu t'en occupes. Tu fais tout seul, non. Sur l'action sociale, sur les personnes âgées, il y a un programme qui est distribué en France. Qui le prend en compte au niveau de nos instances? Personne. Moi, je suis revenu au la région, on a l'impression qu'on dit les gros mots quand on dit que toutes les personnes s'occuper de l'action sociale, il y a du pognon. Et non, c'est l'argent des salariés, c'est l'argent des allocataires. Qui gérer cet argent, il n'est pas géré par nous. Parce que, bon, t'as occupé, non. Qui sait autour de nous l'argent que tu fais, de quelles aides vous pouvez disposer? On va faire un tour de table, ça va aller très loin. Hein. L'année où j'avais fait l'intervention là-dessus, j'en ai ramassé 3. Là, c'est à 6 années. Il y a encore d'autres. Il faut le faire. Qu'est-ce qu'on donne comme information là-dessus? On ne donne rien. Il y a,
c'est plus de 1 milliard ou 2 milliards au niveau des actions sociales, des caisses de retraite et des caisses complémentaires. Dans le rapport de Leroy, il n'y a plus rien sur l'action sociale des caisses. Il n'y a pas un mot de caisse. Non, mais il n'y a plus un mot. Qu'est-ce que ça va devenir cet argent? Est-ce qu'il faudra. Parce qu'après, il y a des solutions. S'il n'y a plus d'argent au niveau de l'action sociale pour les associations et compagnie, il y a l'argent du mécénat. D'ailleurs, il ne faut pas demander à l'entreprise de sortir de l'argent. De faire semblant de sortir de l'argent qui reproche. Par contre, c'est eux qui vont décider à ce moment-là. Ce n'est pas les salariés, ce n'est pas les représentants des salariés, c'est eux qui vont décider. Ça fait broncher personne. Ça fait broncher personne. Moi, ce que je regrette, c'est que sur la sécurité sociale, ce n'est pas la première fois que j'interviens dans ce sens, il n'y a jamais d'intervention en dehors des périodes où on est attaqué. C'est vrai que notre système est pas mal, mais il faut reconnaître qu'il n'est pas parfait. Et une fois qu'on nous a tiré quelque chose à travers la figure, quand on est passé de 10 ans à 25 ans, il ne faut pas dire qu'une fois que la figure a été travaillée, elle est peut-être restée un peu amère, mais bon, il y a beaucoup d'actions pour revenir sur les 10 ans. L'âge de la retraite, c'est l'âge de la retraite. Après, on ne souligne pas assez. Non, je suis quand même assez surpris. Je ne suis pas assez surpris. Ça me fait rire, ça me fait un petit peu sourire. Sur la réforme des retraites. Pendant des années, on ne nous a pas signé sur les cheminots qui partaient tout à la retraite. Les cheminots, c'est plus montagne dans la machine de combustible à charbon, ils partent tout, c'est feignant, on en passe un petit peu. Et là, maintenant que tout est sur la table, les gens qui partent avant l'âge de la retraite, il y en a des professions. Ils en sortent toutes les 5 minutes. Et en plus, au passage, on oublie de dire que dans le privé, on ne part pas à 63 ans à la retraite. C'est pour à 62 ans. C'est pas vrai. On part. On a arrêté de travailler bien avant. Avec quelque chose de pervers un petit peu, c'est que si on repousse encore l'âge de la retraite, là, on est en train de parler du système de retraite. Dans 4 matins, une fois qu'on sera passé sur l'âge pivot, ce qui passe comme ça, on va parler d'autre chose. On va parler des caisses faites du chômage, on va parler des caisses de prévoyance, on va parler de l'assurance maladie. Parce qu'est-ce qu'on pousse? Les soignés, tout à fait. Une on est à 50. Je ne sais pas, moi quand je suis parti à la retraite, on était à 70, il y a 4 ans. Je ne vois pas pourquoi on est passé de 70 à 50% des gens qui avaient cessé l'activité. Je suis écouté sur des chiffres, même si 1%, c'est une retraite. Mais là, on va parler du reste, parce que si ça pousse, c'est 50% qui poussent comme ça, il va bien falloir continuer à les payer dans le régime qui sont au chômage, qui sont en maladie, qui sont en invalidité, comme moi je dis. Là, ça veut dire qu'on a attaqué ça, on va attaquer tout le reste après. Je dis, c'est tout et quand même, c'est pas récent, tout le monde le sait, même dans les camarades qui sont en responsabilité et compagnie, ça fait plus de 10 ans, moi j'ai quelques responsabilités des caisses complémentaires, ça fait plus de 10 ans que les caisses complémentaires ne sont pas corrigées par point. Ça fait plus de 10 ans. Et on a des camarades dans les conseils d'administration. Ils sont au courant, ils essaient de le faire remonter, je le vois qu'ils peuvent, et tout le monde a attendu tranquillement. Et au final, une fois que le système est prêt, à peu près, on dit oh, c'est un scandale, mais c'est avant qu'il fallait l'arrêter. Alors pourquoi ils se battent avec les complémentaires pour gérer leur point? C'est surtout leur gros problème, c'est savoir qui c'est qui va gérer le système. Après, le reste, ça leur va très bien le système. C'est très facile, c'est plus le jeu. L'intérêt du rapport de loi, c'est que c'est un rapport, c'est le choquer, il est très bien fait. C'est bien fait, c'est la survie du régime de sécurité sociale. C'est tout simple. On cotise davantage, on diminue les pensions et on bloque, on met un système de pénalité. Mais le système, s'il est mis en place, le système de Macron ou de loi, ce système il peut durer 100 ans. Il peut durer 100 ans parce que c'est tout simple. Tout le monde veut pour faire des économies. On te ratatine, on te fait payer davantage, on te donne moins. Ah oui, ça va marcher. Honnêtement, quand on dit le système il n'est pas viable, aussi il est viable. Il va marcher ce système. C'est pas parce qu'il va tuer tout le monde. Le système va marcher. Vous voyez que les gens seront contents. Ça, c'est autre chose. Mais le système va marcher. Il peut que marcher. Et là, je dis, bon, il y a eu la magouille avec la CFDT, c'est pas une économie. Mais ça va toucher que très peu de personnes. Mais bon, parce que tout ça, le système, il est concrètement parlant, déjà aujourd'hui, la moyenne des salariés, ils partent plus vers 64 ans. Oui. Alors, peut-être que 62, mais pourquoi? Parce que quand on regarde combien je vais avoir de pension si je pars au 1er janvier, putain, j'en ai pas assez, je continue. Et là, ça va être pire. Là, ça va être pire, parce qu'ils parlent d'âge pivot 64-65, mais la réalité, ce sera 67-70. Il faut savoir aussi qu'ils envisagent, bien évidemment, de financer cette transposition qui est estimée à 50 milliards, de piocher dans les réserves de chaque régime. Ils sont à peu près de 150 milliards. On va dire Carco, toutes les réserves qu'on fait là-dedans, malgré comment. Et par rapport à ce que tu disais, il y a une réalité qui est claire. Je
Par exemple, rien que la première manif du 5 décembre, j'étais au CCN, au Parlement, la CGT, où les actions sont décidées. Mais la politique de Macron, quand Hollande l'avait commencé, on appelle ça la stratégie du tapis de bombe. C'est-à-dire qu'on tape sur différents sujets. Sécu, commerce, ça fait pareil. Tout le monde est touché. Résultat, nous sommes une confédération du travail. Quand chaque fédération expose sa problématique, c'est déjà plus difficile de réussir à mobiliser tout le monde sur un sujet. Notre fédération poussait pour que dès septembre, il y ait une journée d'action uniquement spécifique retraite. On a contenu, parce que des camarades ont voulu partir sur le climat, sur les salaires, qui ont 60 ans aussi. Hein. Et pour gagner le 5 décembre spécifiquement sur les retraites, il faut batailler. Hein. Je crois qu'on a eu raison vu la mobilisation qui est en cours. Mais je te rejoins, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que déjà, chaque fois qu'on a perdu ou qu'on a réussi à s'opposer, c'est souvent on est dans la réaction plutôt que dans l'action. Il y a une autre revendication qui a aujourd'hui 100 ans, qui n'est pas du tout portée. Et pour les camarades de responsabilité comme moi, c'est clair qu'on va l'oublier, c'est celle des 32 heures. Les 32 heures sont une réalité dans plusieurs pays. Et là, on est sur une revendication offensive. On n'est pas que sur la défensive. C'est vrai que sur la sécurité, on a été, à mon sens, beaucoup trop longtemps sur la défensive. C'est la même débat. Chaque fois qu'on a la chance de voir un de nos représentants qui est limité dans ce débat. C'est toujours faussé le débat parce que tu as un qui se bat contre le projet, tu as le journaliste qui est parti du monde, et puis en face, si tu as 4 ou 5 experts, tu as pas un contre tout le monde. On a du mal. C'est vrai que le problème actuel de la réforme des retraites, c'est un problème essentiellement politique. Mais c'est aussi un problème technique. Tant qu'on n'expliquera pas techniquement comment les gens vont se faire intuber, on a en face des experts qui disent la solidarité, le ci, le ça, et tout, c'est plus juste pour tout le monde. Il faut expliquer. Moi, ma télé, je l'aime, je me suis payé. C'est pas le problème, mais quand j'ai entendu ce compte de Darmanin, et je continue à dire que c'est con, qui parle de sa pauvre maman qui ferme les ménages et qui ne peut pas partir à 60 parce qu'elle n'a pas le nombre de trimestres et compagnie, qu'avec la nouvelle réforme il partira, c'est plus juste pour les gens qui ont eu des petits salaires. C'est une escroc ce qui fait. C'est un bandit. Si en face tu expliques pas comment ça marche, que si ta mère, femme de ménage, peut partir à 62 ans parce qu'elle n'a pas le nombre de trimestres, elle n'a pas le nombre de trimestres parce qu'elle n'a pas cotisé assez. Là, elle pourra peut-être partir sur le papier à l'âge qu'elle veut, mais elle partira avec toi. Parce qu'honnêtement, on est quand même pas mal dans les CARSAT et compagnie sur le truc. Pour avoir 4 trimestres, il ne faut pas avoir cotisé au-dessus du plafond pendant 11 mois sur 12. C'est pas vrai. Donc elle va continuer, elle va partir avec quoi? Quand ils nous prennent le truc. Ah, ok, on passe de l'immobilier, c'est qui passe de 800 à 1000 euros. C'est pas mal quand même. Ouais, ben la condition là pour travailler toute sa vie, actuellement, pour les salaires de demi, c'est pas quand même les professionnels. Donc il y a plus de garanties et compagnie. Si tu as travaillé toute ta vie au SMIC, il y a des grandes chances qu'il y a des moments de ta vie où tu n'as pas travaillé. Forcé d'une façon ou d'une autre, c'est maladie, alors ça, les 1000 euros, tu fais tout. Et en plus, glorifier, avoir quelqu'un qui vient à la télévision, le ministre, de glorifier que le minimum va passer à 1000 euros. Dans un pays, une des plus grandes puissances mondiales, et tu vas donner 1000 euros, on va. Les retraités qui ont travaillé toute leur vie, ils vont être en dessous du seuil de pauvreté, et tu dis, regardez, vous vous rendez compte comment c'est beau. Non, mais c'est cracher à la gueule des jeunes, ça c'est. Et ça, si on ne parle pas technique pour expliquer, il va dire, vous êtes en train de raconter des soirées. Alors chaque fois qu'il y en a un qui essaie, c'est que les représentants du gouvernement, le matin, ça c'est pas encore réglé, mais ça on va le régler. La fumisterie qu'on a eu avant les fêtes, quand il y a eu le débat des enseignants qui avaient sorti leur simulateur de retraite, ils disaient tout ce qu'il allait faire. C'est bidon, ces simulateurs, ils sont pas beaux. Nous, on va sortir le nôtre. D'ici 15 jours, on sort le nôtre. On est quand même fait glavier, et tu ne vas pas sortir, et il ne sortira pas. Il sortira pas parce que tout ce qui doit sortir sur les simulateurs, ça va être mauvais. Ils auront tout essayé. Alors, oui, mais il y a un simulateur qui sort, il y a le trafiquant qui était pas possible. Quand même, ça n'explique pas tout, mais je sais qu'il a parlé, je crois, par rapport à Christophe, peu importe, pour la différence qu'il y avait pour les femmes, avec la nouvelle, voilà, elle sera encore plus touchée que les hommes. Actuellement, il y a 45%, mais 25%. Mais là, quelle sera la femme qui a les femmes dans la maternité, la garde d'enfants, etc. Elles ont souvent des carrières plus hachées que les hommes. Elles travaillent souvent avec des horaires imposés, mi-temps,
notamment je pense à celles qui travaillent dans les grandes surfaces, comment une bonne femme, même si elle commence à travailler à 20 ans, comment elle doit avoir son nombre d'années, ses points, parce que maintenant, par exemple, pour avoir une retraite normale, c'est pas possible. Et j'ai vu un truc il n'y a pas longtemps pour les étudiants qui ne prennent pas compte des années d'études. Alors quand même, les étudiants qui travaillent plus tard que nous, mais quand même, ce qu'ils ont acquis, ça servira à tout le monde. Après, si, mais bon, il y en a un qui disait, moi si je commence à travailler à 30 ans, au minimum, il va falloir travailler qu'à 72 ou 75 ans. Alors je veux bien croire que la durée de vie s'allonge. En bonne santé, ça a tendance à se réduire, mais en fait, on est parlé quand même pour arriver sur Terre, pour avoir une activité, pour travailler jusqu'au moment où on ira dans le chaos. On a quand même le droit, nous on est là pour retraiter, on est une génération, on a pu profiter de notre retraite, mais on ne va pas laisser à nos enfants, on va pas, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, comment la formule est. Il faut quand même expliquer quelque chose. C'est qu'ils sont en train de polémiquer. Moi, c'est mon opinion. Je ne sais pas, c'est pas la vraie. On ne va pas nous faire travailler jusqu'à 70 ans. C'est pas vrai. Personne n'a l'intention de faire travailler les salariés sur 70 ans. Ça, c'est humain. Ça, c'est les conneries qui sortent. C'est pas vrai. On a l'intention de nous faire, parce qu'on a l'intention de nous faire partir plus tôt avec une retraite plus basse. Le problème de l'allongement de la durée de cotisation, c'est pas maintenir les gens au boulot jusqu'à un âge avancé, c'est faire partir des gens avec une retraite minimum. Non, personne. Qui c'est qui va travailler? Parce que vous croyez, y compris organismes sociaux, vous croyez que dans la Sécu, on va garder des employés jusqu'à 70 ans. On fout de Noël. Ça ne veut pas dire que actuellement, c'est des gens de 55 ans. Ça ne veut pas dire que la sécurité sociale, ils garderont. Du sentiment, ils seront obligés d'aller travailler dans les grandes surfaces. C'est sûr que je suis en train de dire, on ne va pas te faire travailler jusqu'à 70 ans. On te foutera dehors, ou tu partiras tout toi-même. Ils seront obligés d'aller travailler jusqu'à 70 ans pour avoir la condition, notamment, c'est la grande surface. C'est déjà le sens du rapport de la Cour des comptes sur le chômage des seniors. C'est déjà le cas aujourd'hui. Je pense qu'en ce moment, tous les syndicats et notre syndicat en particulier se trouvent à un virage qui va être très difficile à prendre parce que les gens ne vont pas rentrer là-dedans. Les hyènes du grand capital s'en sont déjà rendus compte, c'est pour ça qu'ils s'attaquent à tous les acquis sociaux. C'est la multiplication des possibilités de l'intelligence artificielle dans toutes nos professions. Et ça veut dire, c'est comme le moment de l'industrialisation fin 19e siècle, ça veut dire que notre société va complètement changer. Et ça, si on ne prend pas le dessus, ça sera foutu, parce que tout ce qu'il faut, c'est pour l'argent. Comme la Bible, ils s'en foutent. Le tout, c'est piquer le pognon. C'est eux qui veulent tout. Et là, il faut quand même que les gens arrivent à se rendre compte, les travailleurs en particulier, les salariés, que bientôt, des salaires, il y en aura peut-être beaucoup moins besoin, ou qu'il n'y en aura peut-être même pas du tout besoin. Donc, il y aura peut-être des esclaves qui feront le travail. Et on va vers cette génération qui doit défendre à tout prix tous ses acquis, parce que sinon ils vont aller vers une sorte, ce sera peut-être pas l'esclavage, mais ça sera axé comme ça. Il y a déjà eu des sociétés qui l'ont eu, et ça sera axé comme ça. Et on sera esclave de l'argent. Parce que l'argent, on en aura très peu, on n'aura plus d'indépendance, on ne pourra plus se développer, et on sera en face d'un mur, un grand mur, on l'a dit tout à l'heure, que ce soit la grotte, que ce soit n'importe quoi, ça sera pareil, ceux-là. Et le mouvement qui est contre eux, malheureusement, n'est pas encore assez important, et en particulier le mouvement pour les éjecter de toute cette vie sociale, de tout notre pays. Sinon, bon... Après, par rapport aux mouvements qui sont en cours, en remontant des Gilets jaunes, mais j'irais même, je remonterai un peu auparavant les Nuits debout, qui ont existé aussi. Ça fait quand même quelques années que la cocotte elle commence à monter maintenant. Dans une idée, effectivement, c'est vrai, la révolution numérique qui est annoncée,
On a travaillé avec des camarades de l'IBM pour essayer de comprendre un petit peu ce que ça voulait dire. Et effectivement, il y a une estimation qui est faite entre 3 et 4 millions d'emplois aujourd'hui qui vont disparaître de par la révolution numérique. C'est-à-dire qu'ils sont en train de préparer des logiciels super puissants qui font que, en passant une carte, mettons vous rentrez à l'hôpital, vous passez votre carte, instinctivement, ça mettra à jour toutes les données qui sont saisies à l'URSSAF, à la CPM, à la CARSAT, donc forcément moins besoin d'avoir des gens derrière des écrans, c'est ça, hein, et dans pas mal de secteurs qui font qu'aujourd'hui, il va y avoir, entre les plus pessimistes et optimistes, on a entre 3 et 4 ou 5 millions d'emplois qui vont disparaître. C'est l'un des arguments principaux de notre argumentaire sur les 32 heures. C'est-à-dire qu'il faut anticiper la révolution numérique et partager le travail parce que même si d'autres formes d'emploi vont forcément être générées, à aujourd'hui, rien nous dit que ce sera une opération à l'équilibre entre moins 4 millions et plus 4 millions. Je ne crois pas. Hein. En principe, quand le patronat développe la technologie, c'est pour réduire l'emploi salarié plutôt que pour le développer. Donc il y a un besoin de partager le travail. Ça c'est clair. Après, par rapport aux médias, moi je ne peux pas m'empêcher de rappeler l'article 4 du CNR, du Conseil national de la résistance. Là où je trouve que c'est quand même fabuleux, c'est pas pour faire du passéisme ou de l'histoire, mais ces jeunes, hein, on est en 42, 43, excusez-moi sur la précision, mais qui se réunissent de confessions différentes, d'idées différentes, qui se réunissent pour, alors que le pays n'est pas libéré, hein, on est au top de l'occupation nazie, qui mettent en place un programme de reconstruction du pays où il y a la protection sociale. L'article 4, il dit quoi? Il dit que pour une véritable démocratie dans notre pays, il faut une totale indépendance entre le monde de la finance et les médias. Déjà à l'époque, ils tenaient responsables les médias à la solde des patrons de l'époque, de la crise de 29, de la misère générée et de la guerre derrière qui s'en est suivie. On en est où aujourd'hui? Ouais. C'est bon de le rappeler aujourd'hui. Parce que les principaux propriétaires de presse, la quinzaine de personnes qui détiennent 90% de la presse télé et journaux, se sont clairement affichés pour Macron dans les élections. Et sont les représentants des 50 plus grosses familles de France et des plus grosses entreprises, dont 18 détiennent BlackRock. Donc voilà, il est au service d'une caste. C'est très clair. Comment on existe effectivement sur les plateaux, c'est très compliqué parce que tu l'as dit, c'est très facile de développer un mensonge. C'est beaucoup plus difficile de développer que ça n'est un. Surtout sur un sujet comme celui-là, sur les retraites. Parce que même si, pour convaincre la population, on ne peut pas s'arrêter uniquement à dire, écoutez, à partir de l'instant, on ne met pas plus de 14% du PIB, forcément les retraites vont baisser parce qu'il va y avoir plus de retraités. Avec ça suffit, hein, normalement, à expliquer. Mais on est obligé d'aller plus loin, expliquer pourquoi on peut financer une retraite à 60 ans, où on va chercher l'argent, comme je l'ai dit. Des pistes, il y en a plein. On est obligé et on fait face à l'idéologie patronale qui a aujourd'hui les plus gros moyens de communication. Mais malgré ça, on a une force. Hein, on est encore aujourd'hui 650 000 syndiqués à la CGT, avec les conjoints, les enfants, les parents, la famille. En plus de ça, on gravite dans différents partis politiques, mouvements, de plus en plus quand même, on le voit, hein, aujourd'hui encore, plus de 60% de la population, et c'est de la fête, et je pense que c'est même au-dessus, parce que ce sont des sondages de la part des médias patronaux, hein, si on dit 60, on peut dire qu'actuellement on est à 70, hein, voilà, cautionnent et soutiennent notre mouvement et rejettent ce projet de loi. Ils le rejettent. Moi j'ai tendance à dire, sur la loi El Khomri, beaucoup de camarades me disent on a perdu. La loi El Khomri. Oui, la loi est passée, effectivement. Elle est passée, donc on a perdu. Maintenant, entre le premier texte et la dernière version qui est passée au Parlement, vous vous souvenez, toutes les actions qu'on a menées quand même dans la rue, le texte il a bougé. Et autre conséquence, pour la première fois de la 5e République, M. Hollande il n'a pas pu se représenter. Pourquoi il n'a pas pu se représenter? Parce qu'il y avait le feu dans la rue. Et oui, le père Valls au primaire, il a pris une grosse claque. Hein. Si on n'avait pas été, nous, CGT, en tête, hein, dans la rue, il se représentait. Hein. Donc oui, la loi elle est passée, mais on n'a pas tout à fait perdu. Et là, si jamais ce projet de retraite il passe, c'est sûr qu'ils vont continuer à démolir la sécurité sociale. Et bien, il va falloir, moi je dis, il nous manque des armes de destruction massive, parce qu'il faut travailler sur le long terme pour les jeunes, pour convaincre de plus en plus qu'une autre protection sociale est possible que celle qui veulent nous poser.
Et François n'était pas d'accord. il y a toute une partie quand même de la population, alors nous on est des retraités salariés, mais je pense aussi à toute cette population qui demeure invisible. Alors au-delà des gilets jaunes, hein, si je mets de côté, celle, la vraie, celle qui est vraiment invisible, à savoir tous les gens qui sont soumis aux minima sociaux et qui pour lesquels l'autre sort des conneries du style ils vont avoir 1 000 € de retraite alors qu'ils n'auront jamais cotisé, comment les oppositions se rencontrent et comment ça galope dans la tête des gens en même temps. Et ces gens-là, ils sont complètement délaissés, c'est une population qui est complètement isolée, à part, maintenue la tête dans le sac avec les minima sociaux, et dedans ça s'alimente sur des propos du style pourquoi j'irai travailler, puisque de toute façon, si je veux travailler, il faut que je paye des impôts, là j'en paye pas, je suis mieux, etc. C'est que des fausses idées reçues, et c'est les premiers qui vont être pénalisés dans notre histoire de retraite. C'est pas vrai qu'ils vont avoir 1 000 € de minimum au bout, c'est pas vrai ça. Et aujourd'hui, ces personnes-là ne sont pas dans l'action, sont exclues de la société en tant que vraiment les liens sociaux n'existent plus. Ils se renferment encore plus, ils s'isolent entre eux. C'est pour revenir pour la citoyenneté, etc. Tout ça est balayé, donc on les tient la tête dans le sac, c'est voulu, je pense. Derrière les mots solidarité, hein, c'est en solidarité active, par exemple, il n'y a rien de solidarité du tout, on leur donne le minimum pour survivre et pour garder la tête dans le sac afin qu'ils ne se bougent pas. Ça aussi, donc il y a des responsabilités là pour le coup de l'organisation syndicale, mais parce qu'on ne peut pas, alors là c'est les chômeurs, aussi les sans emploi, les privés d'emploi, c'est tous des privés d'emploi ces gens-là, qu'il faudrait qu'on aille aussi rencontrer un peu plus, et qu'on évite de les rencontrer parce qu'on ne sait pas comment les aborder. Il y a ça, et puis il y a le fait de dire, ils s'en sortent, et là ils disent ça, l'opposition, eux ils s'en sortent, moi je bosse, j'arrive pas à m'en sortir. Et pour revenir à ce que disait tout à l'heure Francis, mais pour en rajouter une couchée, l'histoire du logement social, et on a complètement délaissé aussi le terrain en termes d'organisation syndicale sur cet aspect-là. C'est plus 0,1% qui est cotisé, c'est 0,50%. Et on n'est plus du tout dans les caisses d'administration des collecteurs du 0,5% qui devaient aider les gens justement avec des revenus modestes à pouvoir accéder à un logement digne et décent. Ils sont tous ces gens. Les gens sont maintenant dans des logements de marchands de sommeil, ou dans les cœurs de ville, ça se maquille et puis ça vit avec des champignons. Donc, je retomber sur la sécurité sociale. Enfin bon, c'est la boue. On est dans un choix de société qui est vraiment. On ne peut pas prendre qu'un bout de la lorgnette. Voilà. Il faut l'appréhender de façon globale, mais en même temps s'attaquer effectivement pour qu'on puisse avancer un sujet après sujet. Voilà, c'est le problème, il est là pour nous. Ami à toi. Il y a quelque chose qui me gêne énormément. Pourquoi tu parles comme ça des gilets jaunes? Je t'explique. Je dis les gilets jaunes. J'ai dit qu'il y avait. Je trouve que par moment, quand tu parles, et quand tu parles, par exemple, de ceux qui sont laissés pour compte, qu'on n'arrive pas à toucher, hormis les gilets jaunes, tu fais des différences. Et ta première intervention, tu as parlé aussi des gilets jaunes. Je t'explique mon propos. Moi, je suis allée 2 ou 3 fois des trucs de gilets jaunes. D'entrée, les premières manifs pour les compris. Je ne peux pas dire que j'en suis sortie, comment te dire, en me disant, ça y est, on a trouvé comment la CGT allait faire. Après, je pense que la CGT n'a pas pris la mesure et n'a peut-être pas pris la bonne décision quand il y a eu une intervention par rapport aux gilets jaunes. Moi, les gilets jaunes que je vois, parce que quand même, on peut le dire, dans nos manifs, il y a des gilets jaunes. Ce sont des gens comme toi et moi qui n'ont pas envie, parce que pour des tas de raisons, les syndicats les rejettent, peut-être qu'ils n'ont jamais travaillé dans des entreprises où c'était organisé. Finalement, comment tu es venu, toi, à la CGT? Moi, je peux te dire comment je suis venue. Je suis rentrée à la sécurité sociale, comme Francis, en 1972.
On est venu me voir en me disant, écoute, tu ne veux pas être délégué du personnel, j'avais même pas 6 mois de travail, je ne veux pas être. Je suis arrivée voir mon père et j'ai dit, qu'est-ce qu'il y en a, ce soit des syndicats? Je lui ai invité de me syndiquer, il m'a dit ça. Il faut dépouiller la sécurité des curés. C'est exactement ça. Il y a que la CGT. Moi, ça ne m'a pas posé de problème. Quand je suis arrivée au CGT, je suis allée voir la fille de la CGT et je lui ai dit, bon, je suis d'accord, c'était Marinette Maral. Alors, je lui ai dit, écoute, je suis d'accord pour être délégué. Tu n'es pas obligé dans ta vie de... Alors c'est vrai que tu as des gilets jaunes, que tu entends des discours et oui, ils se trompent. Mais combien de gens avec qui on a travaillé se sont trompés et n'ont jamais voulu rejoindre les syndicats, jamais voulu rejoindre nos mouvements et compagnie. Et tout le temps, tu remets sur la table, tu remets les manifestations, te battre, etc. Tu es obligé de passer comme ça. Et à l'heure actuelle, on fait un mouvement de chemin avec les gilets jaunes, on fait un mouvement de chemin avec les gilets jaunes. Après demain, il va y avoir une prochaine avec les gilets jaunes du point. Et les syndicats, eh ben, qu'est-ce que tu veux à un moment ou à un autre? C'est vrai que les syndicats en particulier, c'est une chance quand tu rentres dans une entreprise où il y a des syndicats. C'est une chance. Voilà. Peut-être qu'on a été gilets jaunes dans les entreprises. C'est un sujet qui est difficile. Les gilets jaunes, c'est un sujet qui est assez difficile. Bien sûr que c'est un sujet qui est difficile. Et je vais dire pourquoi, parce que malheureusement, et on le regrette, voilà, il y a, en fonction des lieux, il y a des aspirations différentes. Je le dis gentiment comme ça. Donc il y a des endroits où la mentalité a évolué. Beaucoup de lignes ont bougé depuis le début des gilets jaunes et maintenant. Voilà, des deux côtés. Mais il y a des endroits encore. C'est pour ça que la plupart des communications aujourd'hui de la CGT, c'est de dire on y va partout où sont portées et partagées nos valeurs. C'est parce qu'il y a des endroits, je dis clairement, pas tous, je ne généralise pas, attention à mes propos, il y a des endroits, c'est des fachos. Mais oui. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre aussi qu'il y a certains camarades, moi, à Montpellier, sur le Montpellier-Rhin, il y a des ronds-points qui ont changé de drapeau, on va dire, parce qu'on a suivi l'évolution depuis à l'UD de ce qui se passe. Et puis je me suis confronté à des camarades marseillais, à Midi-Pi, où ça se passait très bien, et qui ne comprenaient pas qu'on puisse se dire, attendez, réfléchir un peu. Non, voilà, c'est difficile ce mouvement-là. Nous, il y a des positions qui ont été prises aussi de la CGT, au tout début. Les toutes premières déclarations de la CGT, quand le mouvement Gilets jaunes est parti, les toutes premières semaines du mois de novembre, mais au tout début, c'était 3 posts sur Facebook. Et ces 3 postes-là, ça c'est une évidence, on pourrait les retrouver, étaient tenus par des personnes qui étaient soit anciennes Front National, soit génération identitaire, soit. C'est pour ça que la toute première déclaration qui est sortie au bout de 15 jours, la CGT a dit ce mouvement tenu par des gens d'extrême droite, on n'a rien à y faire. Moi, cette position-là, elle va bien. Après, effectivement, les gens sont allés sur les ronds-points spontanément. Et puis ça s'est mélangé. Les idées se sont confrontées. Les lignes ont bougé. C'est pour ça qu'après, tardivement, par contre, je rejoins, il y a eu la communication de notre CGT au niveau confédéral pour nouer le contact. Elle a été tardive. Mais il faut savoir qu'il y a eu un mélange qui s'est fait. Et les lignes ont bougé. Et côté Gilets jaunes aussi, on en a reçu une quarantaine très tôt qui ont débarqué un matin sans prendre rendez-vous. Ils sont arrivés en bas de l'union de syndicats. On va voir les syndicats. On est descendu avec le secrétaire de l'union, il était 2. Bon, ben voilà. Et venez avec nous, appelez à manifester. Il fallait appeler à manifester à l'écrit d'entrée le samedi. C'était le jeudi, il fallait qu'on appelle à manifester le samedi. La première question qu'on a posée, c'était quelles sont vos revendications? Parce que nous, dans la main, on avait des tracts qui disaient suppression totale de toutes les cotisations sociales à la Sécu, elle ne sert plus à rien. Donc nous, là-dessus, désolé, on n'y va pas. Alors après, quand on posait la question, mais la Sécu, elle est financée comment? Les cotisations, les salaires socialisés, c'est quoi? Alors il y a ceux qui sont farouchement opposés. Il y avait un petit tiers qui était farouchement opposé, qui le sont encore aujourd'hui, parce que ce n'est pas leur fonds de commerce. Il y en a une partie qui ne savait pas. Donc le mélange avec les syndicats, tous les syndicats, pas que la CGT, le mélange a fait qu'il y en a qui ont appris, et puis il y en a qui par contre ne partageaient pas cette position, qui disaient c'était les jeunes, qui disaient non, moi c'est plus au tiers, voilà. Il y avait tout ce mélange-là qu'il a fallu agglomérer, et de leur côté, si au départ ils ne voulaient absolument pas entendre parler des syndicats, le mélange de tous les camarades qui sont allés aussi sur ces mouvements-là a fait qu'il y a eu une meilleure connaissance aussi du milieu syndical, qui font qu'aujourd'hui, depuis le mois de décembre sur Montpellier, la situation s'est bien améliorée.
je serai en intersyndicale cet après-midi, il y aura une représentante des Gilets jaunes qui sera là. On n'est pas obligé qu'elle soit là. Mais le message passe petit à petit, c'est pas évident, il y a encore des blocages. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas une vérité concernant le Gilet jaune. Suivant l'endroit où on est, ça peut être différent. Ah non, il n'y a pas une vérité concernant les gilets jaunes, mais quand même, on va dire des choses comme ça. Il y a des gilets jaunes, ce sont des gens qui souffrent. Nous en prenons plein la tête, eux aussi, à un moment, de la même façon que nous. On a été foutus de se mettre à table pour créer la sécurité sociale avec des gens avec des horizons totalement différents. On doit pouvoir arriver à un moment à faire quelque chose. Oui, mais sur quelle revendication? Imaginez que Macron... J'ai entendu ton propos et je suis entièrement d'accord. Si je te dis que j'y suis allée au départ, j'y suis allée 3 fois. Les 3 à un moment, mais au bout d'une heure, et avec des chaînes, quand j'étais sur l'autoroute, j'étais bien coincée, mais au premier truc, je me suis dit que je suis entièrement d'accord avec toi, que c'est pas avec ces gens-là, que j'avais envie de faire quelque chose. Mais là, la difficulté en termes d'implication, imaginez que le mouvement Gilets jaunes était plus important que ça et qu'on s'y soit mis, et que Macron ait été obligé de se mettre autour d'une table pour lâcher, vraiment. Il n'avait que la mort du choix. Hein. Il avait des revendications qui partaient de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et là, sur un cas comme celui-là, si c'était arrivé, il te prend que de l'extrême droite, et bien t'es dans la farce. Juste pour répondre à nous, moi aussi j'y suis allée. Écoute, au départ, ils avaient mis une affiche, URSSAF sur l'emploi. Et ben, j'y suis allée tous les jours pour faire de la pédagogie. Qu'est-ce que c'était comme ça? Moi, ça s'est pas allé. On a aimé, j'ai pas du tout parlé de les Gilets jaunes, c'est pas comme ça que j'ai dit. Alors, oui, les autres, ils sont pas dans la lutte. C'est ça que je veux dire. Et ils sont pas dans la lutte, pourquoi? Parce qu'on les tient comme ça. On ne voit pas anti-gilets jaunes, alors que les assertifs, je leur ai apporté à bouffer, je les ai on va continuer le débat, on va passer à l'apéro. Et moi je vous laisserai, je vous remercie pour l'invitation. Un petit mot pour le comptable. S'il y en a qui veulent retrouver, alors le chiffre, s'il y en a qui veulent retrouver la comptabilité du syndicat, vous avez les pièces, de toute façon, toutes les pièces. Je ne sais pas comment avant la réorganisation de 2020, secrétaire, qu'est-ce qu'on met la secrétaire? Oui, non, mais on n'a pas. Ça va faire le chèque.